la une de l'actualité ce lundi, la course contre la montre au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Toujours aucune nouvelle d'Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi porté disparu depuis samedi. Derniers éléments de l'enquête dès le début de ce journal. Et Emmanuel Macron s'était donné 100 jours pour apaiser le pays. L'heure est donc au bilan. Alors que le 14 juillet approche, il n'est pas très encourageant. La possibilité d'un remaniement refait surface. Dans ce journal, Marlène Durel évoquait il y a un instant chaleur intense et pratiquement pas d'air. Une partie de la France est en train d'étouffer une nouvelle fois sous la canicule. L'immobilier de moins en moins abordable pour les primo-accédants, ceux qui achètent un bien pour la première fois. C'est une enquête exclusive d'Europe 1. La hausse des taux les chasse désormais du marché. Enfin, on continuera de déambuler dans les rues d'Avignon à la rencontre de Joey Starr. Europe 1 est sur place. Le rappeur Joey Starr signe sa première mise en scène au festival Off. Le journal de 6h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Les 48 prochaines heures seront déterminantes. Les mots du procureur de la République de Digne-les-Bains, alors que l'on est toujours sans nouvelles d'Émile. Ce petit garçon de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents qui l'hébergeaient dans leur maison du Vernet, un hameau situé dans les Alpes de Haute-Provence. Une enquête judiciaire est ouverte. Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade, Thibaut Hu. Oui, jamais ce petit village perché à 1300 mètres d'altitude n'a été aussi inquiet. Malgré le dispositif très important déployé, une quarantaine de gendarmes, des drones, 2 hélicoptères, des caméras thermiques et même des chiens, Émile, 2 ans et demi, est toujours introuvable. Les recherches sont très compliquées dans cette zone montagneuse, escarpée, et le temps presse. Pour le maire du village, François Balic, c'est une course contre la montre. On commence vraiment à être inquiet pour savoir dans quel état il est. Il a besoin de secours. Encore faut-il le trouver pour qu'on lui apporte ce secours. Il y a une zone à risque qui est près d'une cabane qu'il a pu fréquenter. Et plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit chez nous. L'enquête avance et selon le procureur de la République, le petit garçon a été aperçu descendant une route près du domicile de ses grands-parents. Le maire, lui, juge la thèse de l'enlèvement peu probable. En tout cas, ce matin, des dizaines de bénévoles vont s'associer aux recherches comme hier pour faire des battues. Et tous espèrent retrouver aujourd'hui le petit Émile et le ramener vivant à sa famille. Thibaut Hu. À 4 jours maintenant du 14 juillet, les forces de l'ordre craignent de nouveaux débordements. Les fêtes nationales sous tension. Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour assurer la sécurité et tourner la page des émeutes. Première décision, l'interdiction du port et du transport de mortiers d'artifice. Décret paru au journal officiel. Seuls les professionnels pourront s'en procurer. Insuffisant, estime le secrétaire national du syndicat SGP Police FO, Jean-Christophe Couvi. Vu ce qu'on a saisi ces dernières semaines, l'équation, ça va être de quel stock vont disposer les bandes et certains quartiers. Est-ce qu'ils avaient déjà encore des stocks? Est-ce qu'ils ont refait leur stock très rapidement? Chaque année, de toute façon, on a l'habitude de cette séquence. C'est à celui qui va faire brûler le plus de voitures, qui va se faire le plus de policiers, qui va créer le plus d'émeutes, qui va attaquer les commissariats. Est-ce que ça va reprendre ou pas? Ou est-ce que le dispositif policier va faire en sorte qu'effectivement, tout de suite, on va être proactif, on va pouvoir bloquer les bandes de certains quartiers qui vont vouloir faire des débordements. Ça va être tout l'enjeu de ce 13 et 14 juillet qui est quand même psychologiquement important parce que si on revit les mêmes scènes que la semaine dernière, ça va encore faire un choc dans la société. Le secrétaire national du syndicat SGP Police FO, Jean-Christophe Couvi. Un 14 juillet symbolique à plus d'un titre. Il marquera également la fin des 100 jours, cap fixé par Emmanuel Macron pour retrouver une France apaisée. Et le bilan n'est pas franchement convaincant. À peine sorti de l'épisode des retraites, la France a basculé dans le chaos. 5 nuits d'émeutes, des milliers de voitures brûlées, des centaines de commerces pillés et détruits. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole dès vendredi. La rumeur d'un remaniement revient avec insistance, mais cette fois, Elisabeth Borne ne devrait pas en faire les frais, Jacques Serret. Oui, le 17 avril dernier, Emmanuel Macron tentait de donner un nouveau souffle à son quinquennat juste après la promulgation de la réforme des retraites. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Un délai vu comme un sursis pour Elisabeth Borne à Matignon. Mais 100 jours plus tard, la première ministre se défend. Je constate que la plupart des chantiers sont au vert. Nous avons délivré, se félicite-t-elle dans les colonnes du Parisien. Elle a d'ailleurs donné rendez-vous aux syndicats cette semaine. Elle les rencontrera mercredi à Matignon pour, selon elle, écrire une nouvelle page ensemble. Comme s'il s'agissait pour elle de prendre le président à témoin, de démontrer son envie de rester rue de Varennes. Reste que certains ministres et secrétaires
secrétaires d'État de son gouvernement, comme Pape Ndiaye à l'éducation ou Marlène Schiappa à l'économie sociale et solidaire, sont plus que jamais sur la sellette. Remaniement imminent, prédit un conseiller. Il faut dire que le principal objectif de ces 100 jours, à savoir atteindre l'apaisement et l'unité du pays, s'est avéré être un échec. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Europe Écologie Les Verts désigne aujourd'hui sa future tête de liste aux européennes de 2024. 2 candidats se disputent le suffrage des militants, David Cormand ou Marie Toussaint. Le résultat du vote sera communiqué à 10h30 ce matin au cours d'une conférence de presse. La canicule s'étend dans le sud-est du pays. Elle touche désormais 7 départements placés en vigilance orange. Cet épisode d'intense chaleur n'est pas exceptionnel pour la saison, affirme Météo France, mais il pèse sur les organismes des plus fragiles et des plus âgés. Vigilance orange dans 7 départements. Vous le disiez, à Marseille, on n'en est pas encore là, mais on est déjà en vigilance jaune. Plan canicule activé et chacun se rafraîchit comme il peut. Aller à la plage pour piquer une tête est évidemment la solution privilégiée. Reportage au Bain des Dames, Nina Pavant. Serviettes, parasols et glacières, la plage se remplit vite. Chantal est l'une des premières arrivées. Elle vient pour son traditionnel bain matinal. Alors surtout qu'il n'y a pas trop de monde là, parce qu'après ça va être envahi. L'eau, elle est bonne, vous avez mis? On vient de prendre la température 21. Et il y a des méduses. Juste à côté d'elle, sa copine de baignade, Raymonde. Elle a du mal à supporter la chaleur qui dure le jour et la nuit. Très très chaud, c'est intenable. Aujourd'hui, alors, j'ai pas dormi du tout. J'ai passé la nuit debout. Voilà, à prendre des douches, à boire un peu. C'est très pénible, là c'est trop. C'est pour ça que nous le matin, là, on est bien comme tout. Au bord de la digue, Georges, lui, est venu aux aurores avec ses 2 petits-fils pour pêcher à la fraîche. Toujours une tradition qui m'a été transmise par mon grand-père. Ensuite, ils iront se mettre à l'abri des heures les plus chaudes. On est habitué, on fait en sorte qu'il y ait des courants d'air et de l'air qui rentre dans la maison. Ici, la plage et l'air marin sont les meilleurs alliés contre la chaleur. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. Et dans le nord-est, 3 départements sont en vigilance pour les orages. Cet épisode de forte chaleur et le début des grandes vacances mettent les services d'urgence sous tension. C'est très compliqué dans les zones touristiques. La faute à un manque de personnel soignant, mais aussi au réflexe d'une partie de la population. Le ministre de la Santé exhorte les Français à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Devenir propriétaire de son appartement ou de sa maison, c'est un rêve de moins en moins accessible aux primo-accédants. Et nous parlons ici du premier achat immobilier. La hausse continue des taux d'emprunt les éloigne de plus en plus d'un marché pourtant orienté à la baisse. Europe 1 vous le révèle en exclusivité ce matin. Selon l'enquête de Finance Conseil, l'apport exigé par les banques pour financer un premier achat a augmenté de 60% en 2 ans, injouable pour la plupart des primo-accédants. Noah Moussa. Oui, prenez le cas d'Alexandre et de sa compagne. Ce couple de trentenaires a eu un coup de cœur pour une maison de 110 mètres carrés près de Nantes. Mais en raison de la hausse des taux d'intérêt et faute d'un apport suffisant, le projet est reporté depuis maintenant 8 mois. On avait un budget de 420 000 € qui a été diminué avec l'augmentation des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on peut emprunter 390 000 €. On a 30 ans, on n'a pas encore un gros apport, mais on avait 30 000 €. La hausse des taux a réduit la capacité d'emprunt des ménages. Pour obtenir un prêt en 2023, les primo-accédants doivent mobiliser un apport plus important. Sophie Otong est la directrice juridique de Finance Conseil. On note une augmentation de 57% entre 2021 et aujourd'hui. On a une exclusion d'une partie des primo-accédants sur le marché du crédit immobilier. Concrètement, 42 000 € aujourd'hui contre 27 000 € il y a 2 ans. Pour former cet apport plus conséquent, en 2023, un primo-accédant doit gagner 15% de plus qu'en 2021. Noah Moussa du service économie d'Europe 1. À la veille du sommet de l'OTAN, le président américain Joe Biden fait une halte chez son allié britannique. Courte visite avec 2 entretiens au programme. Le roi Charles III et le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour évoquer bien sûr la situation en Ukraine. 6h09, on prend la direction du festival d'Avignon. Europe 1 est sur place. Le festival Off avec un invité de marque dans la foule. L'ex-rappeur Joey Starr en personne. L'artiste s'est tourné vers la comédie avec un certain succès. Il signe sa première mise en scène avec son spectacle, cette petite musique qu'il présente au festival Off donc, et forcément les festivaliers sont nombreux à s'arrêter pour le rencontrer. Marie Jiquel s'est glissée parmi eux. Reportage.
Voilà, c'est une vraie performance d'acting, donc venez voir. Une voix rauque identifiable, une carrure imposante et un ton mordant. Ah mais non, mais moi je traque, je crie yélévé dans la rue, tout le monde se retourne. Et là je dis, écoutez, c'est ma première mise en scène, mais il faut savoir que Clarisse Fontaine est une vraie comédienne. Voilà, je tricote autour de ça et j'y crois tellement que j'ai les yeux huileux. Joey Starr détonne ici à Avignon. Il signe la mise en scène du spectacle de Clarisse Fontaine sur les violences conjugales et le choix peut étonner après le passif de l'ancien rappeur. J'apprends tous les jours de mes erreurs. J'ai fêté mes 55 ans l'année dernière, je suis encore en construction. Ce choix a posé problème? Oui, il pose problème. Moi, au début, je me suis posé quelques questions, mais ça m'a ouvert une porte. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, mais c'est toute la société qui doit faire un effort, qui peut changer aussi. Et je me suis dit, si ça me l'a ouverte à moi, ça peut l'ouvrir à d'autres. Après la scène, Joey Starr passe donc aux coulisses. J'avais déjà fait de la mise en scène, puisque j'ai entre autres réalisé le clip de ma Benz, et que c'est de la mise en scène aussi. La Benz au garage. Et on vous dit merde. Oui, on prend à mort, à mort. La voici caractéristique. Ah oui, reconnaissable entre toutes. Reconnaissable entre toutes, effectivement. Marie Jiquel, envoyée spéciale d'Europe 1 au Festival Off d'Avignon. Merci Christophe Lama.